Ça va, tu vas bien? Danturia, les amis. Bonsoir, Sana. Ça va, Madame Touria? Comme d'habitude. Fidèle au live. Samira, Salam. Safe. En tout cas, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, comme vous le savez, bonsoir, c'est Yassine. Ça fait longtemps. Tu nous manques. Aujourd'hui, on a un live avec un membre fondateur de l'association marocaine de thérapie manuelle. Vous le connaissez. C'est notre cher collègue Hassan Bed'a qui va nous parler des tests de la sacro-iliaque, l'articulation sacro-iliaque. On est habitué à l'écouter en neurodynamique. Aujourd'hui, on va l'écouter encore une fois sur la sacro-iliaque et vous allez vous régaler parce que on peut dire que c'est un spécialiste aussi de la sacro-iliaque. C'est lui qui s'occupe de ce module dans notre formation de thérapie manuelle. Je vois que c'est Hassan, il est là, donc je vais lui... أهلا سي حسن. اهلا سي اسماعيل، لاباس؟ كي داير؟ بصحة الفطور. الله يعطيك الصحة بصحة فطورك انت. الله يعطيك الصحة، كلشي مزيان؟ الحمد لله. كي دايرين؟ اللهم لك الحمد. احنا Merci Hassan, je viens d'introduire le sujet d'aujourd'hui. Tu vas nous éclairer sur les tests de la sacro-iliaque. Un sujet chaud bouillant et qui pose vraiment problème. On n'arrive pas à distinguer, voilà, on n'arrive pas à différencier les douleurs sacro-iliaques, lombaires, etc. Donc aujourd'hui, on va voir avec toi les douleurs sacro-iliaques et leurs tests. Merci, c'est Hassan. À toi la parole. Ok, c'est un plaisir. Donc c'est toujours un plaisir. Bonsoir tout le monde. Ça fait toujours plaisir de partager avec vous, d'écouter les différents intervenants que je les remercie par l'occasion. Je ne suis pas souvent animateur des sessions qui passent en live, mais sachez que vous honorez la chaîne en passant et en discutant les différents sujets. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de partager avec la communauté des kinésithérapeutes à l'échelle nationale, mais aussi à l'international, leur savoir-faire à travers des lives quotidiens de l'AMTM. Donc, je les remercie vivement. Pour aujourd'hui, on va un peu parler de la sacro-iliaque. Pourquoi j'ai pensé à ce sujet? Parce que, en fait, dans la formation de base en kinésithérapie, on ne s'intéresse pas trop à cette articulation qui, avec l'ATM et avec les articulations, en fait, la colonne vertébrale reste plus ou moins un mystère pour les kinés, au moins au Maroc. Et donc, je pensais que peut-être on pourrait créer un débat dessus et parler dans un premier temps des tests concernant cette articulation sacro-iliaque qui parfois donne des douleurs, comme l'a évoqué Madame Tepar dans des lives précédents. Et donc, il fallait peut-être parler un peu de quelques tests concernant la sacro-iliaque dans l'optique de parler dans le futur de quelques techniques qui peuvent nous aider à travailler cette articulation. Donc, tout d'abord, la sacro-iliaque, il met en lien deux os qui sont importants, ou trois. Les deux os coxaux, bien les deux os iliaques, et puis le sacrum au milieu. Et donc, le sacrum va être encastré entre les deux os iliaques ou l'os coxal, pour être juste. Et donc, cette surface articulaire sacrale va être ce qu'on connaît la surface auriculaire en forme d'un L qui va être inversé avec deux bras. Un bras le plus long, il est orienté d'avant vers l'arrière, de haut vers le bas et de dedans et de dehors vers le dedans. Et puis le petit, il est presque horizontal. C'est une articulation que les anatomistes ne sont pas d'accord sur sa classification. Est-ce qu'ils vont la classer comme étant une diarthrose, une synarthrose ou une amphiarthrose? Mais la majorité sont d'accord que c'est une articulation diarthrose avec une mobilité qui est très très limitée.
Alors ça, c'est pour en guise d'introduction. On va pouvoir parler aussi légèrement de la mobilité sacro-iliaque avant de partir vers les tests. On s'intéresse à la mobilité sacro-iliaque. Alors, quels sont les mouvements que peut faire l'iliaque par rapport au sacrum? Vous les connaissez déjà. Bon, les deux os iliaques, vous les trouvez de part et d'autre du sacrum. Et on peut, c'est-à-dire faire un mouvement comme ça, de rotation antérieure et de fermeture du zone iliaque, qu'on appelle aussi la fermeture. Comme on peut aller à l'envers et faire un mouvement d'ouverture, fermeture et ouverture. Ou bien on peut parler d'une rotation antérieure et d'une rotation postérieure de l'iliaque, si on parle que de l'iliaque, la mobilité de l'iliaque par rapport au sacrum. Comme un iliaque peut partir, j'exagère un peu les mouvements, vers le haut, ce qu'on appelle un up slip, ou vers le bas, un down slip, et puis être en rotation interne, in flare, ou externe, out flare. Donc rotation antérieure, rotation postérieure, out flare, in flare, up slip et down slip. Par contre, la deuxième pièce, qui est le sacrum, essentiellement va partir en nutation, et puis contre-nutation, et va aussi pouvoir, avec des mouvements combinés, partir latéralement, et essentiellement faire des torsions. Alors, dans ce sens, on distingue deux types de torsions, les torsions antérieures et les torsions postérieures. Les torsions antérieures se font en nutation et vont se faire, en fait, ça va s'appeler une rotation soit droite sur l'axe droit ou gauche sur l'axe gauche. Et quand ils sont postérieurs, ça veut dire associés à une contre-nutation, ils vont avoir un sens de rotation et un axe qui sont différents. On va dire une rotation droite sur l'axe gauche ou une rotation gauche sur l'axe droit. C'est un peu perturbant, mais si j'avais les pièces squelettiques, dommage le rachis, je ne l'ai pas ici, il est chez UDS pour vous montrer, c'est très facile. Voilà, ça c'est concernant la mobilité. Maintenant, quel est l'objectif de faire ce test sacro-iliaque? C'est de répondre à la question, est-ce que la symptomatologie que présente le patient provient de la sacro-iliaque? D'abord, la topographie de la douleur sacro-iliaque, c'est une douleur qui est à peu près fessière aux alentours de l'articulation et qui prend un peu la fesse. Maintenant, on a besoin de tests qui, s'ils sont bien faits, vont nous dire est-ce que cette douleur provient exactement de la sacro-iliaque. En fait, les tests de la sacro-iliaque sont très critiqués dans la littérature internationale, que ce soit les tests positionnels, que ce soit les tests de douleur, ou que ce soit les tests de mobilité. Et même la notion de dysfonction sacro-iliaque ou iliosacrée est remise en question. Mais cependant, nous n'avons pas beaucoup de choix. Comme nous, on est cliniciens, on a besoin c'est-à-dire de faire des tests cliniques pour au moins appréhender ce qu'on a comme clinique. Alors, commençons par la douleur. Je vais discuter dans un premier temps les tests de la douleur, puis les tests positionnels et après les tests de mobilité. Alors, pour nous, ce qui est très important, c'est de répondre à la question, est-ce que cette douleur provient de la sacro-iliaque? Et est-ce que cette restriction de mobilité, elle est sacro-iliaque? En fonction des tests qu'on va faire. Alors, d'abord, la douleur. Je n'ai pas trouvé mieux que le cluster de l'ASLET pour dire que la douleur, elle est sacro-iliaque. Alors, l'ASLET propose un algorithme et son classeur est basé sur 4 tests. 4 tests qui sont faits dans l'ordre. Alors, si vous avez les 2 premiers tests qui sont positifs, eh ben, ça y est, c'est bon, votre douleur provient de la sacro-iliaque. Si vous avez un test qui est positif et que le deuxième est négatif, il faut continuer avec le troisième. Si vous l'avez cette fois positif, cette douleur est sacro-iliaque. Si vous ne l'avez pas positif, alors vous allez continuer avec le 4e test. Et dans la somme, si vous avez 2 tests sur 4 qui sont positifs, ça suffit pour dire que cette douleur elle est d'origine sacro-iliaque. Le premier test, c'est un test qu'on appelle un test de distraction. Le test de distraction, tout simplement,
On va mettre notre patient en décubitus dorsal sur le dos et on va, c'est-à-dire avec les deux mains croisées comme ça, chercher les deux épines iliaques antéro-supérieures et faire une poussée en fait vers le dehors et vers l'arrière. C'est le test de distraction. On va le faire 5 à 6 fois. Et chaque fois, on va essayer d'augmenter l'intensité avec laquelle on va pousser. Ça va être de plus en plus important en termes d'intensité. Et si le patient a mal, le test est positif. A mal, c'est pas suffisant. Il faut lui demander où siège sa douleur. C'est très important. D'ailleurs, dans tous les tests qu'on va proposer, le fait que vous faites un test de provocation de douleur et que le patient vous dit aïe ou il répond vous lui posez la question est-ce que vous avez mal? Et il dit oui, c'est pas suffisant, il faut pousser un peu et demander où vous avez mal. C'est très important, et surtout pour la sacro-iliaque. Alors, on considère que ce test est positif si d'abord, il reproduit la symptomatologie et surtout la douleur que ressent le patient au niveau de la même région. Et voilà, si ça reproduit ça, on peut dire que c'est un test positif. S'il a mal au niveau de la hanche, ou je ne sais pas, au niveau de sa région lombaire, ou c'est pas au regard de la sacro-iliaque en tout cas, on ne peut pas considérer ce test comme étant positif. Alors le fait que le patient répond que oui, il a mal n'est pas suffisant. Il faut s'assurer que cette douleur, elle est au niveau de la sacro-iliaque, ou bien ce test reproduit parfaitement la douleur ressentie par le patient habituellement. Oui? Vous avez une question là? Non, non. Non. Ok. Très bien. Alors, on continue après avec le deuxième test. Le deuxième test, on l'appelle tight thrust. Tight, ça veut dire cuisse en français. Et thrust, c'est comme le thrust des ostéos. Ça veut dire comme si vous allez essayer de faire un thrust ou une manip. Alors, l'idée, c'est de toujours positionner le patient en décubitus dorsal, se placer du côté contralatéral. Avec une main, on va essayer de faire une pression dans le fût fémoral, dans l'axe du fût fémoral. L'autre main, ça va servir de contreprise. On va la mettre au niveau du sacrum. L'idée, c'est d'essayer de créer un cisaillement dans l'articulation sacro-iliaque du côté symptomatique. Et comme ça s'appelle tight thrust, on va essayer de produire des thrusts, mais comme c'est pas comme des thrusts de thérapie manuelle, grade 5 ou bien comme font les ostéos. C'est progressif encore une fois, comme pour le premier test, et graduellement, on va augmenter l'intensité. Alors, on va faire 5 à 6 fois répéter ou imiter ce thrust. Si encore une fois, il y a une douleur qui reproduit la symptomatologie du patient et qui est au niveau sacro-iliaque, on dit que le test est positif. Alors, jusque-là, si on a 2 tests qui sont positifs, ça y est, c'est bon. On ne va pas continuer avec les autres tests. Notre douleur est bien sacro-iliaque. Sinon, si l'un des deux n'est pas positif, que vous avez déjà un qui est positif, vous continuez avec le troisième test. Rappelez-vous qu'il faut au moins, au minimum, 2 tests positifs pour dire que cette douleur est d'origine sacro-iliaque. Le troisième test, alors, c'est un test de compression. Le test de compression, nous, dans la formation de base en tant que kiné, nous avons appris à mobiliser les os iliaques, en fait, en fermeture. On dit en fermeture. Alors, pour ce faire, on plaçait le patient en décubitus latéral avec les hanches qui sont fléchies à 45 et les genoux qui sont fléchis à 90 degrés. Alors, le côté qui est situé plus haut doit être le côté symptomatique. Alors, si notre patient, par exemple, se plaint du sacro-iliaque théoriquement gauche, le côté gauche doit être situé plus haut. Ça veut dire le patient va se mettre en décubitus latéral droit. Après, fléchissez les cuisses à 45 et fléchissez les genoux à 90 degrés. Avec 2 mains qui vont être superposées et la table de hauteur adaptée, parce que c'est pas facile de thruster ou de faire une compression si la table elle est trop haute. Donc, il faut régler la hauteur de la table. Et on va essayer d'appuyer sur en fait, la partie supérieure de l'iliaque et de faire 5 à 6 appuis. Graduellement, on augmente l'intensité sans pour autant être trop délétère. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à reproduire la douleur du patient, la douleur familière, ça veut dire
pour laquelle il vient consulter ou pour laquelle il vient se prend en charge. Voilà, si on arrive à la reprendre, c'est un test positif. Donc, sur les 3 tests, si vous avez 2 qui sont positifs, c'est bon, la douleur est sacro-iliaque. Ben, sinon, on continue avec le 4e. Toujours, il faut chercher au moins 2 tests qui sont positifs. Très bien. Alors, j'ai dit, il faut répéter ça pour les 3 premiers tests 5 à 6 fois. Mais si vous avez, au bout de la première tentative ou la deuxième tentative, une reproduction de la symptomatologie de votre patient, et dans ce cas, ça va être suffisant. C'est pas la peine d'aller jusqu'à faire ça 5 ou 6 fois. On ne s'amuse pas à reproduire la douleur chez le patient. Le dernier sur ce classeur de Laslett, c'est le thrust du sacrum ou sacral thrust ou test d'enfoncement du sacrum. Alors, dans ce cas, on va faire coucher le patient sur le ventre. Il va se mettre en décubitus ventral. Avec les 2 mains superposées, on va essayer, avec votre connaissance de l'anatomie palpatoire, de se mettre sur le sacrum et de superposer, bien sûr, une hauteur adéquate, de faire une série de thrusts et de reproduire la symptomatologie de votre patient. Si c'est le cas, et si dans la somme, sur les 4 tests, vous avez au moins 2 qui sont positifs, c'est bon, votre douleur est bien sacro-iliaque. Voilà. Alors, je disais... L'enfoncement du sacrum. Ouais. Depuis l'enfoncement du sacrum, on n'a rien entendu. L'enfoncement du sacrum. Ok. Alors, le dernier sur le classeur de Laslett était le sacral thrust, ou bien le test d'enfoncement du sacrum. Et voilà, on va mettre les 2 mains superposées comme ça. On va essayer de repérer où est le sacrum via les épines iliaques postéro-supérieures. Et puis, on va repérer bien notre sacrum, les 2 mains superposées, une hauteur adaptée de la table. Et puis, on va essayer d'enfoncer le sacrum 5 à 6 fois. Si ça reproduit la douleur de notre patient, eh ben, oui, on décubitus ventral, bien évidemment. Et si ça reproduit la douleur de notre patient, ben, on dira que c'est un test positif. Alors, dans la somme, si vous avez sur les 4 tests 2 qui sont positifs, il suffit d'avoir 2 tests positifs pour dire que la douleur est sacro-iliaque. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à présent. Je continue avec les tests oui, de mobilité. Il y a 2 questions. La première question est est-ce que le problème est souvent unilatéral dans les problèmes des douleurs sacro-iliaques ou c'est bilatéral? Ça dépend des cas. Okay. Parfois, il y a une souffrance unilatérale, il y a une dysfonction d'un seul côté, et parfois, il y a une douleur qui provient des 2. Mais après, on n'est que sur les tests de douleur, ok? Et souvent, oui, il vient pour un côté, souvent, mais après, ça n'empêche. Il faut faire toujours les tests d'une façon comparative. Très bien. Voilà. Deuxième question, l'intensité de pression lors des tests cluster. Combien de pression? Alors, je rappelle que le cluster en soi, c'est pas un test. C'est l'équivalent. Oui, en français, on dit un classeur. Un classeur, on va mettre plusieurs feuilles, par exemple, dans un classeur. Et dans un classeur, c'est-à-dire, avec les études, ils ont pu montrer que, voilà, si vous avez 2 tests, surtout Laslett, il a beaucoup travaillé sur la sacro-iliaque, Van der Wulf, beaucoup d'auteurs. Si vous faites les 4 tests et que vous avez 2 qui sont positifs, et donc vous allez dire que la douleur provient de la sacro-iliaque. Maintenant, l'intensité, pour répondre à la question, comme j'ai dit, elle est graduellement progressive. Ça veut dire, imaginez que je vais mettre à peu près 15 kilos pour le premier test, je dis n'importe quoi. Le deuxième va être un peu plus profond, plus intense. Ça va être plus que 15, autour de 18 kilos par exemple, puis 20, puis ainsi de suite. Graduellement progressif. Voilà. Mais même si on dit par exemple dans le test sacral thrust ou bien tight thrust, même si c'est appelé thrust, mais ça n'a jamais, il doit jamais atteindre l'intensité d'une haute vélocité, comme on fait en thérapie manuelle, grade 5 de Maitland
ou comme font les ostéos pour truster. OK? Très bien. Merci. OK, j'enchaîne. Oui, tu peux. Alors, et après le test de Gainsen, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous faites des techniques myotensives, ça va être proche de la technique qu'on va faire pour le psoas iliaque, comme Mitchell pour le psoas iliaque par exemple. Et qu'est-ce qu'on demande aux patients de faire? On va le mettre sur la table en décubitus latéral, mais légèrement en diagonale. Légèrement en diagonale, ça veut dire. Et on va fléchir le côté contralatéral, le genou fléchi. On demande au patient de le tenir et de le rapprocher vers junipectoral, c'est-à-dire vers son thorax. Et puis le côté contralatéral, il est en dehors de la table. La jambe, il est en dehors de la table. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec une main, on va pousser sur le genou qui est déjà fléchi. Avec l'autre main, on va essayer d'emmener la hanche vers plus d'extension. On s'attend à quoi? On s'attend à ce que le patient nous dise, s'il est positif, qu'il y a une douleur dans la sacro-iliaque du côté qu'on teste, du côté qu'on va essayer de mettre plus d'extension de hanche. Okay. Si c'est gauche ou si c'est droit. Bien sûr, si vous voulez, vous faites une comparaison avec l'autre côté, ça va être important. Très bien. On l'appelle le test de Gainsen, ou bien on cherche une torsion pelvienne avec une rotation postérieure du l'ilium. C'est ce qu'on cherche à voir. Si c'est pas un test, si c'est pas utilisé pour la douleur, on peut l'utiliser aussi comme un test de mobilité. Dans ce cas, on cherche une torsion pelvienne, une torsion du sacrum, avec une rotation postérieure de l'ilium. Ça peut mettre en évidence aussi, et ça, c'est un test de mobilité dans ce sens. Et il y a aussi le test de Faber. Dans le même sens, il y a le test de Faber. Faber, c'est l'abréviation de quoi? De Flexion, Abduction, External Rotation. Ça veut dire, on met à la fois un mouvement de flexion de hanche, d'abduction et de rotation externe. On essaye de mettre le genou, le pied du côté attesté sur le genou contralatéral pour éviter l'intervention de la mobilité de la cheville. Et doucement, on va faire abaisser le genou du côté attesté tout en bloquant le bassin sur la table vers la descente. Et puis, si ça réveille la douleur, on peut le considérer positif si ça reproduit les douleurs du patient. Il se trouve que ce test de Faber, il n'est pas seulement utilisé pour la sacro-iliaque, mais on l'utilise aussi pour la coxofémorale. C'est aussi un test qui est utilisé pour la coxofémorale. Voilà. Après les tests de douleur, on passe pour voir les tests positionnels. Les tests positionnels, quoique sur la fiabilité, c'est très difficile de dire ce sont des tests fiables. Parce que entre ma palpation à moi et ta palpation à toi, Ismaël, et la palpation de tout le monde, je peux penser que je suis en train de palper une structure, alors que je ne suis pas exactement sur la structure. Et ces tests palpatoires sont un peu fiables, pour dire la vérité. Les tests positionnels, alors, qu'est-ce qu'on va faire sur un patient debout? C'est très mal. Vous allez repérer d'abord les deux crêtes et vous allez regarder est-ce qu'ils sont à la même ligne horizontale ou bien il y a un décalage, plus haut à droite, plus haut à gauche, même hauteur. Et puis, dans la même position, vous cherchez c'est-à-dire les épiniliaques antéro-supérieurs, et vous allez voir et essayer de voir est-ce qu'ils sont la même chose, à la même hauteur. Est-ce qu'il y a un côté qui descend plus haut à droite ou plus haut à gauche? Très bien. Et puis, vous avez aussi le même test, on peut le faire en position assise. Le test où on va essayer de voir, test positionnel, ça veut dire est-ce que les épines sont à la même hauteur ou non. De la même façon, si on regarde en arrière, on va s'amuser à voir les épines iliaques postéro-supérieurs. Est-ce qu'ils sont à la même ligne horizontale ou bien il y a un côté qui monte plus ou qui descend? Voilà, ce sont les tests positionnels. En plus, sur un patient couché en décubitus ventral, si vous avez un bon sens de l'anatomie palpatoire, vous allez prendre les crêtes iliaques, vous allez les pousser en arrière, vous allez les mettre comme ça, vous tombez directement
sur les épines iliaques postéro-supérieures. Si vous palpez les épines iliaques postéro-supérieures, vous allez un peu vers l'intérieur et un peu vers le haut. Vous tombez dans quoi? Vous tombez dans les sillons sacro-iliaques, ou bien en anglais on dit sacral sulcus. Sacral sulcus, ça veut dire une dépression anatomique qui est là, à ce niveau. Et avec les deux pouces, on appuie, on va voir de quel côté notre pouce va plus profond, de quel côté on a plus de profondeur. Et ce test positionnel laisse supposer une certaine torsion, du sacrum, une certaine torsion du sacrum. Après, il faut savoir dans quel sens. Est-ce que ce sont des torsions antérieures ou des torsions postérieures? Des torsions antérieures ou des torsions postérieures. Je ne sais pas s'il y a des questions avant de passer au test de mobilité. Il y a deux questions. Ça fait de la goutte à goutte, 2 par 2. Quelles sont les structures anatomiques mises en cause pour la douleur? Est-ce que c'est les ligaments, les tendons qui passent à côté ou les muscles? Ça, c'est une question. Bon, il y a... Oui, ok. Alors, c'est certainement les surfaces articulaires et les ligaments. Si par exemple, vous prenez le test de distraction, comme nous, on va appliquer une contrainte de la sorte, on est en train de mettre de la tension sur les ligaments sacro-iliaques antérieurs. Voilà. Et comme vous mettez votre patient en DL et que vous réalisez la compression, vous faites la même chose, mais pour les ligaments qui sont postérieurs. Et chaque test va mettre une contrainte. Et l'origine de la mobilité que vous allez chercher, c'est-à-dire vous créez une mobilité sacro-iliaque, et en fonction de quelle partie qui va se mettre en tension, il faut savoir que les ligaments sacro-iliaques, que ce soit postérieur ou antérieur, c'est un manche en continu, avec des fibres qui sont postérieures et des fibres qui sont antérieures. Vous les mettez en tension, et puis vous allez essayer d'avoir une certaine symptomatologie qui apparaît. Et puis les surfaces articulaires, s'ils ne sont pas harmonisés, ça veut dire s'ils ne sont pas en place, ils vont faire mal. Oui, quoi d'autre? Une autre question, par rapport, un petit mot sur l'hypermobilité de la sacro-iliaque et les sciatalgies. Est-ce qu'il y a un lien entre la sciatalgie et... Il y a un lien très fort parce que, vous savez, le plexus sacral, et il va avoir les racines qui sortent depuis les foramen sacrés à ce niveau. Tout déplacement du sacrum, ou torsion, ou une dysfonction sacrale ou sacro-iliaque pourra peut-être irriter les racines du nerf sciatique et puis être en faveur d'une sciatalgie peut-être. Ouais. Très bien. Il y a une réponse dans les commentaires, le test de Piadalu, et il y a Oussama qui a répondu, qui a dit c'est le standing band over test. Exactement. Ce sont beaucoup d'appellations pour le même test. On l'appelle Piadalu, on l'appelle standing band over test, on l'appelle le test en déflexion. J'y arrive parce que je ne l'ai pas encore évoqué. Ça va être pour les tests plus de mobilité en fait. Jusque-là, on a parlé des tests de provocation de douleur et 2 tests qui étaient pour la douleur et la mobilité qui sont Faber et Gailsen. Okay. Les premiers, la sled, c'était que pour la douleur. Pour la douleur. Et il y a une autre question, c'est par rapport à la fausse longue jambe ou la fausse courte jambe ou une courte jambe, etc. Est-ce que l'inégalité de longueur des membres supérieurs ont... Oui, comme je vois de quoi il veut parler, celui qui a posé la question, parce que j'y arrive, c'est le test de Weber-Barstow ou bien le test de Downing, on l'appelle aussi le test de Downing, parce que parfois on peut avoir une fausse inégalité de longueur de membre inférieur ou bien, comme on appelle, une différence fonctionnelle, pas vraie. C'est pour ça que dans les tests positionnels, avant de faire ces tests positionnels, on va essayer de mesurer la longueur du membre inférieur. C'est très important. C'est très important pour que, depuis le départ, on sait qu'il n'y a pas une vraie différence de longueur de membre inférieur. Après, les tests de mobilité vont
vont décider est-ce que nous avons une fausse inégalité du membre inférieur. Pardon. Pourquoi? Parce que si vous avez un iliaque, vous prenez les deux os iliaques, le sacrum il est au milieu. Si vous avez un iliaque qui part en avant avec une rotation antérieure, ça va donner alors une impression d'avoir une jambe plus longue. Ok? Et s'il est postérieur, au contraire, il va donner l'impression d'avoir un membre qui est moins long, qui est court. Voilà. Et c'est une fausse, c'est pas vrai. Après, avec une technique d'antériorisation, de postériorisation des iliaques qu'on fait en thérapie manuelle, ça permet de réduire le problème en quelques secondes. Ça peut paraître spectaculaire, mais ça part déjà d'une analyse à partir du bilan qu'on va faire. C'est bon? C'était les questions? Il y a encore une question pour un patient adressé pour une coxarthrose. Après, le kiné, il fait un examen, il tombe sur une sacroiliaque. Quelle est la conduite à tenir? Comment il sait que ça vient de la sacroiliaque? Il a dit, voilà. Bon, il peut y avoir les deux, c'est pas grave. Il traite la sacroiliaque, mais après, bon, on verra après les tests de mobilité s'il peut, si c'est sur une coxarthrose qui est plus ou moins évoluée, ça peut se faire ces tests, j'imagine. Mais bon, s'il y a une sacroiliaque qui est associée, dans le traitement, on va régler la dysfonction qu'on a trouvée. Fonction, est-ce que c'est un iliaque en upslip, en downslip, en outflare, en inflare, en rotation antérieure, en postérieure. Si par exemple, vous avez identifié qu'il y a un iliaque qui est antérieur, qu'est-ce qu'il va falloir faire alors? Le postérioriser, c'est normal. S'il est upslip, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'abaisser, ainsi de suite, en fonction de la dysfonction. Maintenant, on n'a pas parlé encore de la dysfonction, quoique il est très critiqué à l'international. Pour être plus ou moins franc avec les participants, ce sont des notions sur lesquelles les auteurs ne sont pas d'accord, mais comme on est des cliniciens, on n'a pas mille façons de faire. OK? Alors, est-ce que vous voulez que je parte vers les tests de mobilité et d'instabilité sacroiliaque? Encore une question. Okay. Et je voulais... Oui. Question de notre cher collègue de Tanger, Brahim Khadamullah. Pour les tests de provocation, est-ce qu'on teste les deux côtés, même si la douleur est unilatérale? Est-ce que c'est systématique de faire les tests en bilatéral? De préférence, c'est-à-dire pour avoir aussi une référence sur laquelle on peut baser notre diagnostic. C'est important. C'est important. Oui. C'est bon. Oui. De préférence. Après, si vous l'avez négatif sur l'autre côté, ça vous rassure. Alors, le premier test que je vais évoquer sur les tests d'instabilité et de mobilité aussi, c'est le test que vous connaissez tous, le test de Gillet, ou bien le test de la cigogne, ou bien le test de standing hip and knee flexion test. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va repérer sur un patient en position debout les deux épines iliaques postéro-supérieures. C'est pas très difficile à faire. Après, vous savez que sur les deux épines, la même ligne qui relie les deux épines iliaques antéro-supérieures, vous allez avoir à même hauteur la S2. Alors, je garde un pouce sur la S2 et un pouce sur l'épine iliaque postéro-supérieure. Je lui demande de fléchir le côté sur lequel je palpe l'épine iliaque postéro-supérieure jusqu'à 90 degrés. Alors, une balistique normale de l'épine iliaque postéro-supérieure va l'amener vers le bas. Ça, c'est un mouvement normal. Il doit normalement se déplacer vers le bas. S'il ne se déplace pas, ou bien il ne se déplace pas assez, par rapport à quoi? Par rapport à l'autre côté, on soupçonne une dysfonction sacro-iliaque de ce côté. OK? Très bien. Après, vous avez le deuxième test. C'est le test de Pidalu qui a évoqué une question. Ou bien, on l'appelle aussi le standing band over test, ou bien le test d'endéflexion en position à nouveau très important. OK, alors j'enchaîne, j'y étais presque. Donc finalement, on va faire les tests d'instabilité et de mobilité. Le premier était le test de Gillet. Je rappelle rapidement, on avait repéré les S2 à la même hauteur que, les deux épines iliaques postéro-supérieures. À la même hauteur, vous allez avoir la S2. Donc le pouce, on va le mettre sur la S2 et l'autre sur l'épine iliaque postéro-supérieure sur le côté qu'on veut faire le test.
Et donc, le pouce sur la S2 va être le témoin. Qu'est-ce qu'on va faire? En demandant au patient de fléchir la hanche avec genou fléchi jusqu'à 90 degrés de flexion de hanche, on va voir est-ce que l'épine iliaque postéro-supérieure qu'on est en train de palper va s'abaisser. Normalement, il y a une balistique qui va l'emmener vers le bas. C'est très normal. Très bien. On dit que cette sacro-iliaque elle est en dysfonction. Il y a un problème sur cette sacro-iliaque si cette épine ne part pas assez en bas ou bien il reste bloqué, il ne bouge pas. Okay. On dira alors que sur ce côté, on a un test positif et une dysfonction sacro-iliaque droite, bien gauche, fonction. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, il est aussi préférable de faire un test de l'autre côté pour comparer aussi. Très bien. Le deuxième test, c'est le standing band over test. La question de tout à l'heure était sur le même test. On l'appelle le test Pudalu ou le test de standing band over test ou bien le test de flexion ou dentéflexion. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois? On va palper les deux épines iliaques postéro-supérieures et demander au patient de faire une dentéflexion vers l'avant, de se laisser aller. Et nous, on va faire quoi? C'est aussi le test de pouce montante. On va, avec notre palpation, suivre les deux épines iliaques postéro-supérieures. Normalement, on a un test positif du côté où l'épine iliaque postéro-supérieure va plus vers le haut, va partir plus rapidement vers le haut et être située plus haute. Du côté où on a l'épine iliaque postéro-supérieure haute, c'est le côté qui désigne le côté de la lésion. Après, il faut reprendre ce test en position assise. Hein? Et on va l'appeler seated band over test. Test de flexion en position assise. Pourquoi? Parce que parfois, l'inégalité de membre inférieur pourrait rentrer en jeu. Donc, si vous avez le test en position debout positif et que vous avez le test en position assise positif aussi, c'est une lésion sacro-iliaque. Par contre, si vous avez le test en position debout négatif et que vous l'avez positif en position assise, c'est une lésion iliosacrée. Voilà pour le test. Et ces deux tests vont être capitaux pour déterminer quel est le côté qui présente la lésion sacro-iliaque. Finalement, je reviens vers la discussion de jambes longues, jambes courtes, fausses jambes longues, fausses jambes courtes. C'est la manœuvre de Weber-Warstrup, ou bien connu aussi comme le test de Downey. Le test de Downey va nous aider à savoir est-ce que nous avons une inégalité fonctionnelle, mais je précise fonctionnelle, pas vrai, parce qu'au départ, vous devez normalement mesurer la longueur du membre inférieur, c'est la même longueur. Après, vous installez votre patient en décubitus dorsal. On va essayer de faire une traction à partir des extrémités distales des tibias, les deux. Et on est au pied du patient, on tracte. Pourquoi? Pour aussi repositionner les membres inférieurs. Et on va demander au patient de fléchir ses hanches et ses genoux, de faire le pont fessier ou bien décoller son bassin de la table, faire le pont, de maintenir, de revenir. On peut redire au patient de décoller son bassin de la table 2 à 3 fois. Une fois suffit généralement. Et puis, on va remettre en extension les deux membres. Nous, les pouces, on les aura sur les malléoles et surtout les malléoles internes. Et on va regarder est-ce qu'il y a eu de la différence entre la position de départ et la position d'arrivée. Parfois, on peut avoir quels sont les résultats possibles. Les malléoles sont à la même hauteur. Il n'y a pas de différence fonctionnelle. Fausse longueur n'est pas là. Et parfois, vous pouvez avoir un membre qui paraîtra plus long que l'autre. Et donc là, on est avec une fausse inégalité du membre inférieur ou bien inégalité fonctionnelle du membre inférieur. Le côté qui paraît plus lent, il y a possibilité que cette l'iliaque du même côté soit antériorisé. Et que le côté qui paraît moins lent, c'est le côté qui est fort possible en position postérieure. Maintenant, c'est pas forcément un il est antérieur et l'autre il est postérieur. Peut-être un avec une dysfonction et un il est normal. Alors, et là, la question, c'est décider quel est le côté où on a la dysfonction. C'est ça la bonne question. La bonne question, c'est que vous n'allez pas faire un seul test. Vous allez faire aussi
le standing band over test, le gilet test, vous avez déjà une idée sur le côté qui présente la lésion. OK? Et ce test va vous aider aussi encore à dire. Alors, si vous avez un standing band over test positif à droite et que vous avez une jambe droite qui est plus longue que la jambe gauche, il est possible que votre iliaque droit soit antériorisé. Il faut le corriger. Voilà. Merci beaucoup, Si Hassan. Malheureusement, avec la coupure de tout à l'heure, on a perdu quelques questions. Mais tu as répondu, je me rappelle très bien, tu as répondu à quelques-unes maintenant en expliquant tout cela. Et alors, j'ai quelques questions maintenant. Est-ce que les tests peuvent orienter, par exemple, dans un diagnostic de l'SPA, la spondylarthrite ankylosante, ou ce qu'on appelle maintenant la pelvispondylite ankylosante? Bon, dans l'SPA, vous allez avoir carrément une ankylose de cette articulation et tous ces tests vont être douloureux, vont être positifs. Après, l'SPA, son test, c'est parfaitement un médecin rhumatologue qui va vous donner le test en se basant d'abord sur la radiologie qui va montrer une ankylose ou bien un début d'ankylose de la sacro-iliaque, c'est clair. Et après, un retentissement au niveau lombaire et peut-être, ça dépend de l'évolution. Et d'autres tests, de laboratoire qui vont voilà, montrer que le patient a l'SPA. Mais ces tests vont être douloureux, c'est sûr. Très bien. Une autre question. Est-ce que la douleur à elle seule, est-ce qu'elle n'est pas suffisante pour renseigner sur le côté qui présente une lésion? Est-ce que la douleur n'est pas suffisante pour orienter vers la sacro-iliaque atteinte, qui présente la dysfonction? Non. Parce que là, ce qu'on cherche, c'est aussi la dysfonction, pas que la douleur. La douleur peut être sacro-iliaque comme il ne peut pas être. La dysfonction, on la cherche pour la corriger parce que ça va être un défaut mécanique, un problème mécanique. Il faut corriger le problème mécanique. On ne va pas se dire, la douleur, elle provient de la sacro-iliaque droite, mais c'est quoi le problème? Est-ce que cette iliaque antérieure, ce sacrum, il est en torsion, ce sacrum, il ne fait pas de contre-nutation, il ne fait pas de nutoire? C'est quoi le problème? Il faut régler le problème parce que comment vous allez faire traiter la douleur? Le traitement de la douleur, dans ce cas, c'est le traitement de sa cause. Il faut travailler, améliorer ou harmoniser l'articulation pour faire disparaître la douleur. Très bien. Une autre question, de connotation médicale aussi, mais les radios des membres inférieurs pour mesurer, c'est à partir de quand on va voilà, orienter le patient? Dans quel cas? Dans quel cas on va orienter le patient? Pour mesurer la longueur du membre inférieur? Oui. Non, mais le plus intéressant pour nous, c'est pas de connaître est-ce qu'il y a. Le plus intéressant pour mesurer les membres inférieurs, ça suffit de faire la mesure clinique, vous connaissez, et puis il y a supérieur, malléole interne. Pourquoi? Juste pour éliminer un postulat de départ qui est, en fait, c'est l'inégalité qui cause ça. Ok. Si c'est ça, c'est un autre raisonnement. Les techniques ne vont servir à rien parce que finalement, vous allez retomber dans votre dysfonction. Oui. Merci. Donc, c'est tout ce qui est comme question. Par contre, il y a un collègue qui s'appelle Snail Chouk. Il a dit, est-ce que je peux poser une question d'ordre du sujet? Moi, j'ai dit avec plaisir, tu peux. Il n'a pas encore posé sa question. On attend qu'il... Quel sujet? Ça dépend, hors du sujet, mais quel sujet? Oui. Voilà, Madame Turia, il nous pose une question. Est-ce que les déformations en aval du pied, que pied creux, pied plat, etc., peuvent être une cause de ces lésions de la sacro-iliaque? Oui, j'ai bien lu la question. Donc, oui, j'ai lu la question. Oui, bien sûr que oui, parce que c'est le même raisonnement quand les posturologues et quand les orthopédistes aussi, dans leur analyse. Bon, un pied plat, il faut d'abord, parce qu'il y a une discussion, il faut s'assurer que c'est un pied plat. Un pied plat, généralement, il est associé à un valgus, ok? Un valgus du pied.
C'est si ce pied-là, valgus, il est unilatéral. On imagine, par exemple. On imagine qu'il est unilatéral. Il va avoir un retentissement. Quoi que vous allez avoir la même longueur de membre inférieur, vous allez avoir du côté où vous allez avoir le plat et le valgus, un certain raccourcissement de membre qui va avoir un retentissement sur toutes les parties qui sont situées plus haut dans la sacro-iliaque. Oui, ça peut être associé. Oui. Il a posé sa question. Il a dit en cas d'une arthroscopie de l'épaule et ténodèse du biceps, quel est votre bilan et votre moyen de traitement et comment vous évaluez de la douleur? Exemple. Exercice à domicile. Voilà, exercice à domicile. C'est à toi, Smaïl, maintenant c'est à toi. C'est à toi, l'épaule, hein? Oui. L'épaule chirurgicale, ça va demander tout en live, mais je vais dire 2-3 mots là-dessus. Un mot sur le bilan, un mot sur la prise en charge de début. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que à contrebalancer tout ce qui est immobilisation après chirurgie, arthroscopie ou ténodèse, il ne faut pas immobiliser tout le temps. Il faut commencer la rééducation à J1 en post-op. Maintenant, c'est ce qui a été prouvé scientifiquement, ce qui est efficace. Sauf que, vu qu'il y a la ténodèse du biceps par arthroscopie et tout, il faut travailler les premières séances en douceur, en passive. Voilà, faire de la mobilisation passive, mais autoguidée par le patient. Par exemple, prendre un ballon de Klein sur une table et essayer de faire des squats avec en même temps et de pousser le membre supérieur, laisser le poids du membre supérieur tomber sur le ballon de Klein et le mobiliser. C'est en matière de mobilisation, les premières séances, etc. Ça permet de gagner en confiance et ça permet le catastrophisme des signes et de la douleur avec l'immobilisation et la perte du schéma moteur. Pour les bilans, en première phase, à vrai dire, ça serait un bon interrogatoire et des bilans cutanéotrophiques et bien lire le compte-rendu chirurgical, exigé. Il faut que le kiné soit exigeant en post-opératoire. Il doit demander un compte-rendu et de l'imagerie. Et même si tu as le CD ou la vidéo de l'opération, comment c'était déroulé pour que tu jettes un coup d'œil, etc. Ça va te donner des idées pour travailler. Pour les exercices, je te donne un exemple maintenant, c'est l'exemple de travail passif sur un ballon de Klein. On va changer tout le poids du membre et laisser se balancer ou glisser la main sur la table. Glisser, je dis bien glisser. En automobilisation passive par le patient et pas d'actif au début jusqu'à une certaine phase de levée de sidération. Donc, si vous voulez l'épaule chirurgicale, on fera un live sur l'épaule chirurgicale, l'épaule opérée. Une autre question pour toi. Il y a une liaison entre le dysfonctionnement de la sacro-iliaque et la névragie pudendale. Ça peut être comme on l'a dit pour le sciatique tout à l'heure. Vous savez, le nerf pudendal, ça provient aussi du plexus sacral. C'est le nerf en deux, dans le canal en deux dans le coq. Et puis, s'il y a une dysfonction, surtout une mutation du sacrum, ça peut avoir peut-être un effet sur le nerf pudendal et donner une douleur en fait en faveur. Après, je me rappelle que Madame Tepar avait bien expliqué comment être sûr que ça provient du nerf pudendal avec des points où il faut appuyer pour déclencher la douleur. Voilà. Une autre question, est-ce qu'une douleur lombaire peut être un symptôme d'un dysfonctionnement sacro-iliaque? Vous savez que la mobilité lombo-pelvie-fémorale, elle est très associée. Et que la mobilité lombaire influence la mobilité pelvienne, qui influence à son tour la mobilité fémorale. Et ça influence dans tous les sens. Donc, une dysfonction sacro-iliaque peut donner, c'est normal, donner des douleurs du bas du dos, le back pain. Donc, ils sont intimement liés, mais il faut du temps. Dans la chronicité, oui. Dans la
chronicité, oui. Bon, une partie du douleur lombaire sont expliquées aussi par les dysfonctionnements ou les dysfonctions du sacrum. Donc, quand vous avez un sacrum qui va être nuté, très nuté, voilà, et qui a du problème à aller en contre-nutation, cela va mettre aussi la colonne lombaire en hyperlordose, ou toutefois va accentuer quand même la pente sacrée, hein, l'angle qui existe entre en fait le plateau supérieur de S1 et l'horizontal, et la même chose pour L5. Et ceci augmente les contraintes sur la région lombaire et par conséquent peut expliquer dans la chronicité les douleurs lombaires ou les douleurs du bas du dos. Ok, super. Donc, est-ce que les lésions de la sacro-iliaque sont plus fréquentes chez l'homme ou chez la femme? Chez la femme plus. Chez la femme plus. C'est ce que j'ai lu dans la littérature. Après, je vais refaire un peu une recherche et vous dire, mais d'après ce que j'ai lu, c'était plus des femmes. Voilà. Il y a quelqu'un, Zineb ou Zin Abidine, qui dit: bonjour Monsieur Hassan, j'ai juste une question concernant le test de gilet, si vous permettez, bien sûr. Oui, vas-y. J'ai dit oui, tu peux poser la question. Silgraoui, je dis que pour une inégalité une vraie inégalité de longueur des membres inférieurs, faut-il faire les tests à côté des mensurations? À part les mensurations, faut-il aller faire les radios? Faire les radios c'est un autre raisonnement dans une optique de corriger le problème, oui. Parce que la vraie mesure, c'est une mesure radiologique, pour qu'on soit clair. La vraie mesure d'inégalité est une mesure radiologique. Après, c'est un enfant en âge de croissance, il faut trouver une solution. Ça peut être de semelle à partir d'une certaine inégalité, parce qu'on traite 1 centime, 1,5, 2 centimes parfois, on ne traite pas. On ne met pas de semelle. Et parfois, il faut traiter. Quand il faut traiter, il faut les vraies mesures. Il faut les vraies mesures de compensation. Oui. Madame Baril réclame un live de prise en charge des dysfonctions sacro-iliaques en thérapie manuelle, s'il vous plaît. Il dit, voilà. Madame avec plaisir. Mais c'est très facile. À partir, si vous connaissez, si vous savez faire les tests, après, ce qui va rester à faire, c'est des petits bobos. C'est facile. Tout l'effort, c'est identifier où est la lésion. Après, la technique est très facile. Oui, là, c'est la question à 1 million de dollars qui t'a posé Zil Abidine. Moi, je prends le million d'abord. Ah oui, tu dois réclamer ton million de dollars, parce que là, c'est une question chaude. Si on n'aperçoit pas une balistique qui est normale pendant le test de gilet, alors là, est-ce qu'on va pouvoir dire qu'on a une dysfonction de l'iliaque par rapport au sacrum, ou du sacrum par rapport à l'iliaque, ou toute l'articulation? Les tests de gilet dans la littérature, alors qu'est-ce qu'ils disent au clair, j'ai lu aussi la question, quand tu fais le test de gilet, tu supposes une lésion sacro-iliaque, et ils mettent aussi entre parenthèses sacro-iliaque, ilio-sacré. C'est pas le bon test pour différencier un peu est-ce que c'est sacro-iliaque, est-ce que c'est ilio-sacré. D'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un test de gilet positif. Je reprends la même chose. Donc, vous repérez votre SE, vous repérez votre épine iliaque postéro-supérieure, d'écouter où vous pensez qu'il y a la lésion. Vous demandez au sujet qui tient déjà une barre ou quelque chose pour rester stable, parce que ça va être un appui monopodal, et de lever son genou jusqu'à 90 degrés. Si maintenant l'épine descend carrément, eh bien, il n'y a pas de dysfonction, il n'y a pas de problème. Vous allez voir la même chose, ils font le même déplacement, la même balistique. Il n'y a pas de problème dans ce cas. Maintenant, du côté, si sur un cas, vous avez un déplacement qui est moins important que de l'autre côté. Très bien. Admettons que c'est un côté droit. Si je commence avec un test de gilet, je dois, dans ce cas, de faire le test de standing band over test. Je suis obligé. Après, quand je fais le test de standing band over test, il va se faire le test d'antéflexion et j'ai la même épine qui part plus haut. Ça me confirme une chose, c'est que la lésion, je l'ai à droite.
est-ce que c'est sacro-iliaque ou c'est ilio-sacré? Je dois alors, si je vais dans le raisonnement, je dois faire le test en position assise. Okay? La même chose. Sandwich band over test en position assise pour éliminer l'influence du membre inférieur. Si maintenant, vous l'avez, parce que déjà, rappelez-vous, on l'a eu positif en position 2. Si vous l'avez positif en position assise, c'est toujours sacro-iliaque. Si vous l'avez négatif en position assise, c'est une lésion ilio-sacrée. Je ne sais pas, est-ce que j'étais clair? Mais c'est comme ça qu'on raisonne. Tu mérites les millions de dollars parce que c'est un raisonnement clinique très précis. Merci. Merci. Je les réclame. Voilà. Après, ouais, Zil Abidine, tu dois récupérer le RIB de Hassan. Pas le Zil Abidine, c'était un étudiant à Mohammedia. Très gentil, très. Voilà, excellente question. J'adore ce genre de questions, je l'adore. Une sacralisation, c'est le Glaoui nous pose une question aussi intéressante, une sacralisation de L5. Est-ce qu'elle retentit sur les articulations sacro-iliaques? D'habitude, toutes les vertèbres charnières, ça veut dire les vertèbres de transition, ça veut dire les vertèbres qui sont particulières et qui sont situées entre deux courbures, ont un rôle très important, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans la stabilité. Bien sûr, ça va avoir un retentissement. Bien sûr. Oui. Très bien. Ismaël Choug qui a posé la question sur l'épaule, monsieur, s'il vous plaît, Vrina, un live sur la chirurgie d'épaule. Inch'Allah, avec plaisir. Il va être programmé très très prochainement. Je le ferai avec plaisir. Très intéressant, bravo. Voilà, il y a tu as des éloges. Ah oui. Il y a Hajar Nali qui nous pose deux questions. Est-ce qu'après chaque accouchement, la femme a systématiquement un problème de la sacro-iliaque? Et la deuxième question, est-ce que la lombalisation de S1 ou la sacralisation de L5 est parmi les causes de dysfonctionnement? Tu viens de répondre. Tu viens de dire la réponse. Donc, pour la première, souvent, oui. C'est pour ça aussi que la question de tout à l'heure, est-ce que ça a touché plus les femmes ou les hommes? C'est les femmes. Et la cause, c'est que ça. Après, quand on lit sur la littérature, c'est en fait l'accouchement, c'est en fait la grossesse qui entraîne ces modifications. Vous savez, la mobilité va changer. Et même cette articulation sacro-iliaque, et au moment de l'accouchement, qui sont les modifications qui vont avoir lieu à ce niveau. De ce fait, je ne peux pas dire que systématiquement, après chaque accouchement, il y aurait un problème sur la sacro-iliaque, mais le fait d'être la grossesse et l'accouchement, surtout par voie basse, est un des facteurs qui font que les sacro-iliaques, les femmes en souffrent plus. Très bien. Et Madame Dbar, il te rejoint. Madame Nali, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, j'espère qu'il se porte bien. Madame Dbar, il te rejoint à 100%, il te dit, il est de même avis que toi, ce n'est pas toujours systématique après un accouchement, on a un dysfonctionnement sacro-iliaque, les pas toujours en bas. Et bon, donc tu as que des éloges ici, des remerciements, des petits cœurs avec des yeux qui brillent en petits cœurs. Merci pour tout le monde, merci à toi Ismaël. Merci à toi Hassan, merci à toi. Je vais continuer parce que j'ai des présentations à préparer pour demain et donc je saisis l'occasion pour inviter les kinés à assister s'ils peuvent. S'ils ne peuvent pas rejoindre directement la réunion, il y aurait une diffusion sur la page de la MTM à Facebook, sur le groupe officiel. Donc n'hésitez pas si vous avez du temps à le suivre. Demain, on commencera vers 13h. Donc si vous avez du temps, n'hésitez pas à aller visiter la page parce qu'il y aurait une transmission en direct d'une e-journée. Donc, on est en train d'apprendre, le confinement nous a appris plein de choses. Et voilà, nous avons toujours le plaisir de parler chaque jour avec vous. Ça fait un plaisir. J'ai bien collecté beaucoup de besoins d'informations. Pardon, Snaï, je prends de ton temps. Oui. Mais j'ai eu beaucoup de retours par rapport aux personnes qui ont répondu au questionnaire. On va essayer, Inch'Allah, de répondre à vos besoins en termes de formation. Il y a eu plein de propositions et on va faire peut-être un live juste pour discuter ça. On va voir ce qu'on peut faire pour répondre à toutes les demandes que nous avons reçues. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci aussi pour les petits messages que vous avez envoyés via ce questionnaire. Ça nous réchauffe le cœur, ça nous pousse à travailler de plus en plus pour vous
servir, bien servir les kinés qui méritent c'est-à-dire ces efforts. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Smaël. Merci beaucoup, Si Hassan, pour le live. C'était très instructif, très clair, très carré. Et je remercie tous les participants. Et je vous donne rendez-vous demain à 22h avec notre invité. C'est la première fois qu'il va participer avec nous. C'est une kinésithérapeute de Casablanca, du Grand Casablanca. C'est Madame Sherifa. Madame Sherifa. Ça fait plaisir. Il va nous parler de la sclérose en plaques. Inch'Allah, il va parler de la sclérose en plaques en tant que thérapeute spécialiste en rééducation en neurologie. Donc, à demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah.